Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Pan-African Media, votre chaîne de télévision, c'est l'heure du journal. À la une de cette édition, le français perd son monopole linguistique. Le gouvernement burkinabé entend institutionnaliser les langues nationales comme langue officielle du pays. Le projet de loi portant révision constitutionnelle à ce sujet a été adopté hier, 6 décembre 2023. Actualité, au-delà des frontières africaines, le président russe Vladimir Poutine en visite officielle aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite depuis hier 6 décembre 2023. Malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI, le président russe est à sa deuxième sortie officielle à l'extérieur de son pays. C'est tout pour le titre de développement grand format dans un instant. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Une fois de plus, bonsoir et merci de faire confiance à Pan-African Media pour une Afrique unie. Commençons ce journal en Afrique de l'Ouest. Le sommet de chefs d'État de la CEDEAO se tiendra à Abuja, au Nigeria, le 10 décembre 2023. L'organisation sous-régionale est confrontée à une crise sans précédent et son avenir est critique dans la région. Que peut justement cette organisation dans la sous-région? Élément de réponse dans ce reportage. Le dernier sommet remonte à début août 2023. Il était entièrement consacré à la situation au Niger après le coup d'état militaire du 26 juillet qui avait renversé Mohamed Bazoum. Il faut rappeler que les chefs d'État avaient menacé d'intervenir militairement pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions et imposer de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre du Niger. La rencontre qui va réunir ces leaders de la région se concentrera sur les questions de sécurité qui préoccupent actuellement les pays membres de cette plateforme. Par ailleurs, avec le changement du régime intervenu au Mali en août 2020, la CEDEAO a mal et peine à s'adapter. L'organisation a imposé des sanctions au Mali, mais celui-ci les a ignorées. Le Burkina Faso et le Niger ont également connu des coups d'État. Elle a menacé de les sanctionner si elles ne respectaient pas un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Le sommet de la CEDEAO à Abuja sera l'occasion pour l'organisation de prendre des décisions importantes. Elle devra décider si elle maintient des sanctions contre les trois pays ou alors les lever. La décision qu'elle prendra aura un impact profond et des conséquences majeures pour la région. Si l'organisation maintient les sanctions, elle risque de provoquer une rupture durable entre elle et les trois pays du Sahel. Cela pourrait entraîner une instabilité accrue dans la région et aggraver les problèmes de sécurité. C'est une opportunité importante pour aborder les questions pressantes et renforcer la collaboration entre les pays membres. Nous sommes de plein cœur ou de plein pied au Sahel et disons que c'est une nouvelle ère qui s'offre à l'Alliance des États du Sahel, précisément dans le secteur du transport. Les ministres en charge de transport de l'Alliance des États du Sahel ont entamé une démarche visant à sécuriser et stabiliser le secteur routier sur l'étendue du territoire des trois pays. Plus de détails avec Bena Diane. En date du 6 décembre 2023, une délégation des ministres des Transports du Burkina Faso et du Niger sont arrivés en République du Mali, où ils ont chaleureusement été accueillis dans l'après-midi à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Les ministres de l'AES prendront donc part à la cérémonie d'ouverture du Forum international sur la préservation routière. Du 7 au 9 décembre 2023, cette cérémonie tiendra toutes ses promesses, dont la mise au point de réalisation des projets définis dans ce secteur, placés sous la haute présidence de M. le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement malien. C'est donc une véritable courbe ascendante qui se dessine sur le tableau de développement des pays de l'AES, marquant ainsi la détermination des présidents de ces trois pays du Sahel, notamment le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani.
de mener le statut de leurs pays respectifs ainsi que de sortir complètement le Mali, le Burkina Faso et le Niger du joug colonial. Fini le G5 Sahel après le départ de trois États membres de l'AES. Les deux autres restants, le Tchad et la Mauritanie, actent la dissolution de cette organisation en appliquant la loi telle qu'indiquée par la création de cette alliance militaire. Diane Mbena, une fois de plus. Toute chose dont Satan met la main dessus finit toujours par s'éteindre. C'est ce que vit le G5 Sahel en ce moment. En effet, le Tchad et la Mauritanie ont décidé de dissoudre cette alliance militaire. Cette décision survient après le départ de cette organisation des 3 pays membres de l'AES, dont le Mali depuis 2022, le Niger et le Burkina Faso le 29 novembre dernier, dénonçant l'instrumentalisation de l'organisation par une force extérieure, dont la France. Le Tchad et la Mauritanie étant donc les derniers membres de cette organisation, ont affirmé respecter la décision des pays membres de l'AES et ont également affirmé appliquer les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant création du G5 Sahel, notamment en son article 20. Le dit article stipule que le G5 Sahel peut être dissous à la demande d'au moins 3 États membres. La conférence des chefs d'État et de gouvernement prononce la dissolution à la majorité des États membres et arrête les modalités de dévolution des biens et de l'organisation. Cela veut dire tout simplement que le G5 Sahel est dissous. En rappel, le G5 Sahel avait été créé par les 5 pays du Sahel africain, dont le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, en décembre 2014, notamment dans le but de lutter conjointement contre le terrorisme et le crime organisé dans la région. L'organisation avait également pour but de créer des conditions favorables au développement économique et social, également de protéger les populations civiles. Après 9 ans d'existence, l'alliance militaire s'éteint suite à l'ingérence de la France. Nous le disions en titre, la langue française ne sera plus la langue officielle au Burkina Faso. Ça sera plutôt les langues nationales qui vont prendre ce statut au détriment du français, qui devient juste une langue de travail. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu le 6 décembre 2023. Fabiola Dombe. La langue française n'est plus la bienvenue au pays des hommes intègres. Désormais, les langues nationales sont considérées comme des langues officielles du pays. C'est ce qui ressort d'un projet de loi adopté le mercredi 6 décembre 2023 lors d'un conseil de ministres. La langue française devient donc la langue de travail en perdant son statut de langue officielle. Actuellement, une 60aine environ de langues locales sont considérées comme nationales, dont la loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation. Cette décision, qui dégrade le français, démontre que le désescalade diplomatique entre Ouagadougou et Paris n'est pas coup de main, car elle survient quelques jours après que le Burkina Faso ait décidé de valoriser sa culture en décidant que les enseignants-chercheurs aborderont désormais des toges faites à base du faso d'Anfani, tissu local. Avant cela, le Burkina Faso avait rompu les accords militaires et exigé puis obtenu le départ de l'ambassade et des troupes françaises. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Rendons-nous à présent en Ouganda et pour parler de la loi anti-LGBT. La décision du gouvernement est irrévocable. Yoweri Museveni est intraitable sur la question de l'homosexualité en Afrique. L'Ouganda a accusé mercredi 6 décembre l'Occident d'essayer de faire la pression sur l'Afrique pour qu'elle accepte l'homosexualité après que les États-Unis ont imposé des fonctionnaires des restrictions de visa en raison de la sévérité de ces lois anti-homosexuelles. Ce pays de l'Afrique de l'Est a adopté en mai dernier l'une des lois la plus sévères au monde contre l'homosexualité, suscitant des critiques de la part de groupes de défense des droits des Nations Unies et des puissances occidentales. En début de semaine, Washington a imposé des
des interdictions de visa aux fonctionnaires anonymes jugés. Aux fonctionnaires donc anonymes jugés responsables de saper des processus démocratiques en Ouganda et les violer les droits de l'homme, y compris ceux de la communauté LGBT. La réponse ougandaise ne s'est pas faite attendre. Mercredi 7 décembre, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Henry Okello Oryem, a critiqué la décision des États-Unis et accusé l'Occident d'imposer à Janda le mois dernier qui retirerait le pays du pacte commercial AGOA, African Growth and Opportunity Act, à partir de janvier 2024. Diplomatie bilatérale, le président russe en visite officielle aux Émirats arabes, au menu des échanges, le renforcement de coopération sécuritaire et agricole. Les deux pays entendent désormais assurer la sécurité au Moyen-Orient. D'autres précisions avec vous, Hervé Sanjo. Les Émirats arabes et la Russie marchent désormais main dans la main pour faire face aux menaces sécuritaires au Moyen-Orient. Dans le domaine agricole, Vladimir Poutine et son homologue du Royaume d'Arabie Saoudite ont passé en revue la possibilité de créer une grande société commune pour la fabrication des engrais, coopérer avec succès dans les domaines de l'énergie, du commerce et de l'investissement. À son arrivée à Dubaï, Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Saïd Nahyan, et le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman Al Saoud. Durant le tête-à-tête entre les deux personnalités, le président russe déclare que la Russie et les Émirats arabes unis forment désormais un bloc. Rien ne peut entraver le développement des relations amicales entre la Fédération de Russie et l'Arabie Saoudite. À l'issue de cette rencontre, Vladimir Poutine invite le président des Émirats arabes unis à prendre part au sommet des BRICS à Kazan à l'automne 2024. Alors, disons à votre suite, Hervé Sanjo, que cette visite de Poutine aux Émirats arabes unis serait-elle donc un message envoyé à la CPI, car l'institution internationale avait émis un mandat d'arrêt international contre ce dernier. Mais avec cette dernière visite officielle, Vladimir Poutine est à sa deuxième sortie officielle à l'extérieur de son pays. Le patron du Kremlin défie la CPI. Cette institution internationale avait lancé une assignation internationale contre Poutine le 17 mars dernier, l'accusant de responsable des crimes de guerre en rapport avec le conflit russo-ukrainien. Ce mandat d'arrêt isolait le président russe et ce dernier était limité au niveau des déplacements. Mais depuis un certain temps, on dirait que ce mandat d'arrêt est aux oubliettes, car l'on se rappelle que le 13 septembre dernier, Vladimir Poutine a effectué une visite en Corée du Nord pour rencontrer le président Kim Jong-un et les deux chefs d'État ont évoqué les moyens de renforcer leur coopération bilatérale. Un mois après, Poutine est allé en Chine, précisément le 17 octobre dernier, dans le cadre du Forum de la Ceinture et la Route. Le 6 octobre, le président russe est arrivé aux Émirats arabes unis pour discuter avec son homologue émirati Mohamed Ben du renforcement des relations bilatérales et des crises palestiniennes et ukrainiennes. Après les Émirats, il s'est dirigé vers l'Arabie Saoudite. Des événements qui démontrent à suffisance que Poutine n'a rien à foutre avec les sanctions de la CPI, car cette institution pénale internationale est dotée d'une faiblesse et une utilité notoire qui ne sait qu'aboyer question d'effrayer les États faibles. En rappel, la dernière visite de Poutine aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite remonte au mois d'octobre 2019. Cette visite éclair, qui est plus centrée sur la coopération dans le secteur de l'énergie, est garante d'une situation stable et prévisible de ces États sur le marché international. C'était donc le récit de Fabiola Dombe. Et restons dans le siège de la diplomatie. Coopération Russie-Afrique, le président russe Vladimir Poutine a créé une nouvelle unité militaire en Afrique, appelée Africa Corps. Cette unité va se spécialiser dans l'infanterie, l'artillerie, la logistique ou les opérations spéciales. À travers cette nouvelle unité, donc, la Russie intensifie son influence en Afrique. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Africa Corps est la nouvelle unité militaire composée de soldats professionnels russes. Sa mission est de mener des opérations militaires en Afrique, à savoir la formation des unités de corps, conseil et assistance aux forces armées locales. Elle aura plusieurs bataillons, chacun spécialisé dans une fonction spécifique, notamment l'infanterie, l'artillerie, la logistique ou les opérations spéciales. Elle est dotée d'un soutien aérien et naval.
Africa Corps arrive à point nommé alors que la rivalité entre la Russie et les puissances occidentales va grandissant. Avec la création de cette nouvelle unité, la Russie de Vladimir Poutine intensifie son influence sur le continent africain. Elle s'impose comme un acteur majeur en Afrique et capable de remodeler les alliances et les équilibres de pouvoir. Les puissances occidentales, à l'instar de la France qui a une forte présence en Afrique, voient de plus en plus ses intérêts égoïstes menacés. La création de cette unité militaire aura un impact réel sur la dynamique de la géopolitique africaine. Elle va mieux redéfinir les alliances et les équilibres politiques en Afrique. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Nous voici en sport. Parlons du tennis et parlons de la visite de la championne de Wimbledon, Clervie Ngounoué, qui est au Cameroun, pays de ses parents, pour une visite au centre Ovebok Academy à Souza, dans le littoral Cameroun. Hervé Sanjo pour d'autres précisions. Ils étaient très nombreux, les jeunes passionnés de tennis, le mercredi 6 décembre 2023 à prendre part à la visite de la tenniswoman américaine d'origine camerounaise, Clervie Ngounoué, sur les installations du complexe sportif de Yimbok, de Tennis Academy Bazanga, qui est dans la région du littoral au Cameroun. Accompagné de son père, Aimé Ngounoué, du président fondateur Yimbok Tennis Academy, Joseph Yimbok, la star montante du tennis mondial, vainqueur du tournoi junior de Wimbledon organisé cette année, a passé en revue les installations de la gigantesque académie mise sur pied par Joseph Yimbok depuis pratiquement 25 ans. L'un des temps forts de cette visite aurait été le contact entre la championne de tennis âgée de 17 ans et les jeunes pratiquants de la discipline sur l'un des cours d'Ota. Impressionné par l'ambiance et l'environnement autour de cette visite, l'actuel numéro 1 mondial junior dame Clervie Ngounoué a déclaré en conférence de presse: j'ai passé de beaux moments ici avec les enfants de l'académie, ils ont été très chaleureux et accueillants. L'ambiance était vraiment bonne, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que je n'imaginais pas voir de telles infrastructures ici au Cameroun, c'est tellement beau. Les enfants qui s'y entraînent n'ont rien à envier à ceux qui s'entraînent en Europe et aux USA. À la question de savoir pourquoi elle a opté pour défendre les couleurs des USA au lieu de celles du Cameroun, elle répond: je suis né aux USA, j'ai grandi aux USA, je suis reconnaissante envers les USA. Mes parents sont nés au Cameroun, mais je suis né aux USA. Ma soeur est née aux USA ainsi que mon frère. Nous avons grandi là-bas et c'est naturellement que nous jouons pour les USA. Après Yannick Noah, vainqueur de Roland Garros en 1983, c'est au tour de Clervie Ngounoué de représenter dignement l'Afrique et de représenter le Cameroun sur le plan international. L'Afrique regorge des talents et ça a été une fois de plus prouvé par cette jeune prodige du tennis mondial âgée de 17 ans. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce note sportive que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.